Bonjour, bienvenue dans l'émission L'invité, une émission proposée par Comore TV International. Ici à Marseille, avec mon invité d'aujourd'hui, on parlera plusieurs sujets, notamment de la politique intérieure du pays et de l'international. Mon invité d'aujourd'hui, c'est Mohamed Bakar Dossar. Il était ancien ministre des Affaires étrangères du gouvernement actuel. À suivre tout de suite. Monsieur le ministre Mohamed Bakar Dossar, bonjour. Bonjour. En 2007, vous devenez directeur du cabinet chargé de la défense sous la mandature du président Ahmed Abdallah Sambi. En 2015, vous êtes élu député en juin sous l'étiquette du parti Joie. Plus récemment, en 2016, vous intégrez le gouvernement du président Azali Assoumani en tant que ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale chargé des Comoriens à l'étranger. Vous avez été remercié lors de la mise en place du dernier gouvernement. Ma première question est la suivante. Quel bilan tirez-vous de votre année au sein de l'administration du président Azali Assoumani, M. Dossar? D'abord, permettez-moi de vous remercier de l'invitation que vous me faites, de me donner l'opportunité de pouvoir converser avec vous et vous sur les sujets qui intéressent notre pays. Je vous remercie aussi du cadre magnifique dans lequel nous sommes ici et qui dans cette belle ville de Marseille. Comme vous venez de le dire, en fait, effectivement, j'ai été ministre des Affaires étrangères pendant l'année qui vient de s'écouler. Mon action au niveau des affaires étrangères s'est inscrite sur trois axes principaux. Le premier, c'était le renforcement des relations bilatérales avec les pays amis. Le deuxième, c'est sur le plan multilatéral, surtout dans le cadre régional. Et le troisième, c'est le renforcement des capacités de travail, du cadre de travail, des moyens de travail au niveau du ministère des Affaires étrangères. En ce qui concerne le premier point, très rapidement, nous avons il y a des pays avec lesquels les Comores entretiennent des relations qui sont bonnes et que nous avons essayé d'améliorer, de renforcer la coopération, notamment avec le Sénégal, avec lequel nous avons signé un accord cadre de coopération. Nous avons signé l'accord pour la mise en place de la commission mixte qui permet, comme vous le savez, d'échanger dans les sujets sectoriels. Vous savez que nous avons une communauté comorienne estudiantine assez importante au Sénégal, mais le Sénégal est aussi un pays parmi les pays africains qui avancent, avec lequel nous avons intérêt justement à avoir des bonnes relations et à avoir des échanges dans différents domaines. Nous avons fait aussi un peu la même chose avec le Maroc. Vous savez que le Maroc avait quitté l'Organisation de l'Unité africaine suite à l'admission du Sahara occidental. Et le roi du Maroc, Son Altesse le roi du Maroc, a voulu revenir à l'Union africaine. Et il a sollicité l'appui de certains pays amis, notamment les Comores. Les Comores étaient parmi les pays, je dirais, d'avant-garde pour soutenir ce retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Et je crois que cela a renforcé davantage les relations d'amitié avec ce pays. J'ai effectué une visite au Maroc pour discuter avec mon homologue ministre des Affaires étrangères marocain. Nous étions convenus de l'ouverture d'une ambassade à Rabat. Comme il y a une forte communauté il y a aussi une forte communauté estudiantine et le Maroc a joué un rôle de premier plan dans la formation des cadres comoriens. Comme vous le savez, de nombreux cadres comoriens ont été formés au Maroc. Mais nous avons voulu aussi diversifier les relations avec ce pays. Le Maroc est en train de se tourner vers l'Afrique et investit beaucoup dans les économies africaines, et que les Comores, les bonnes relations que nous avons eues, que nous avons toujours avec le Maroc, devraient déboucher sur dans le domaine économique, qui est un domaine dans lequel il y a encore des faiblesses dans notre pays. Alors, parlons du Qatar. Les Comores ont rompu leurs relations diplomatiques avec l'Iran sous la mandature du président Ikile Oudhani. Le président Azali décide à son tour de rompre les relations avec le Qatar. Pouvez-vous expliquer à ceux qui nous suivent les motivations de ces décisions? Est-ce que les Comores sont-elles désormais sous tutelle du Royaume d'Arabie Saoudite?
Bon, les raisons, en fait, je suis mal placé pour les donner puisque la décision ne vient pas de moi, malgré que j'étais ministre des Affaires étrangères, mais vous savez qu'on considère la diplomatie comme étant le domaine réservé du chef de l'État et que c'est le président, évidemment, qui donne les grandes orientations. Vous n'étiez pas consulté en tant que ministre? Alors, nous avons été informés de la question, de la décision. Et le Conseil de gouvernement a été informé de la décision. Il n'y a pas eu de débat. D'accord. Il n'y a pas eu de débat. Je crois que je ne trahis rien et je ne donne pas une information fausse en disant cela. Il n'y a pas eu de débat. Le gouvernement a été informé. Moi-même, j'ai été informé. Et évidemment, bon, on a mis en œuvre la décision prise par le chef de l'État de cette rupture. Et si par exemple vous étiez consulté, quelle serait votre position sur cette question? Je pense qu'en la matière, la modération n'aurait pas été mauvaise parce que ces deux pays-là sont des pays frères aux Comores qui ont rendu des grands services aux Comores. Je ne vais pas rappeler ici tout ce que le Qatar a fait aux Comores, simplement quelques repères. La conférence de Doha, qui a été organisée, la visite du roi du Qatar à Moroni, suivi de l'appui qu'ils ont donné pour éponger un certain nombre d'années d'arriérés de salaire des fonctionnaires comoriens, les investissements qui ont été faits aussi bien en matière d'hôtellerie et aussi l'usine de pêche qui se situe à... Il y a d'autres, mais... donc, je ne suis pas en train de minimiser aussi l'apport de l'Arabie saoudite aux Comores. Nous savons que le fonds saoudien a pendant longtemps financé les routes, par exemple, aux Comores, que les organisations caritatives d'origine saoudienne travaillent aux Comores et apportent soutien, surtout les catégories les plus pauvres. Et pour ma question, est-ce que les Comores est sous tutelle de ce pays, justement? Je ne pense pas. Je crois que c'est un peu excessif de parler de tutelle. C'est un alignement. C'est un alignement qui est fait derrière l'Arabie saoudite. On ne peut pas parler de tutelle. Je pense que c'est un peu exagéré de dire qu'on est sous tutelle. Il y avait une pression sur les relations avec les Comores. Oui, évidemment. Bon, quand on s'aligne derrière un pays, derrière une puissance, parce que quand même, l'Arabie saoudite, par rapport aux Comores, c'est une puissance. C'est une puissance régionale au niveau déjà des pays arabes. C'est une puissance même à l'échelle internationale, un pays quand même riche qui pèse. Évidemment, là, ça suppose aussi qu'on prend un certain nombre de positions qui sont celles du pays avec lequel on s'aligne. Ça, vous le savez. Donc, d'une certaine manière, c'est un alignement qui va aussi avoir des effets par rapport à la politique internationale que mènent les Comores. En sachant que le président d'honneur du parti Joie était contre la décision du président Zali. Effectivement, le président Sambi a regretté, se considérant comme étant le premier partenaire du président Azali, il a regretté qu'il n'ait pas été consulté. Ce qui ne veut pas dire que le président Azali n'aurait pas pu prendre la décision qui lui convenait. Mais étant donné que le poids de cette décision, et je crois que même d'autres membres de la classe politique comorienne auraient bien vu s'ils avaient été consultés lors de la prise de cette décision. Et donc il a regretté cela et il a estimé que peut-être que ça aurait été mieux si les Comores s'étaient alignés de la même façon que des pays comme le Koweït, comme Oman, comme le Maroc aussi, qui ont estimé que ces deux pays-là étaient des pays frères et qu'il était mieux de chercher la conciliation. C'était la meilleure solution. Je pense que ça aurait été la meilleure solution, en effet. D'accord. Le pays vient d'être admis au sein de la SADC. Qu'est-ce que cela va concrètement apporter au pays? Alors, l'admission des Comores à la SADC, c'est quelque chose qui a été recherché depuis longtemps. Nous sommes le seul pays de notre région du sud-est de l'océan Indien à ne pas être membre de la SADC. Madagascar est membre de la SADC, Maurice est membre de la SADC, les Seychelles sont membres de la SADC. C'est une union, c'est une zone de coopération économique parmi les grandes régions africaines dans lesquelles les Comores devraient se trouver pour pouvoir bénéficier
D'abord, il y a des pays qui sont des pays qui avancent beaucoup dans cette organisation, comme l'Afrique du Sud, qui est un pays qui maintenant est considéré comme un pays émergent, comme le terme. Surtout en Afrique. Le terme est devenu un peu à la mode maintenant. Donc, notre appartenance à cette région, à cette zone économique, c'est une bonne chose aussi pour le développement économique de notre pays. D'accord, parlons de politique intérieure. En plein débat sur la tenue des assises nationales, quelle est votre position sur la question? Quelles sont vos préconisations justement? Alors, les assises, ce n'est pas une mauvaise idée en soi. Ça aurait été mieux si ces assises avaient eu lieu à la fin du mandat du président Ikililou. C'était le meilleur moment. On arrivait au bout d'un cycle et là, on pouvait s'asseoir et faire le point un peu de tout ce qui a bien ou mal marché, aussi bien au niveau de ce cycle de la tournante, puisqu'il est parti dans la Grande Comore en juin et Moélie, mais aussi peut-être du développement de notre pays, des questions économiques. Ça n'a pas eu lieu. Maintenant, le président Azali a repris cette question et se montre prêt à apporter son appui pour que ça soit organisé maintenant. A priori, c'est une question de bilan, M. Dossard. C'est une question de bilan. Tout à fait. Quand on parle du bilan de 42 années. Ouais. Dans le bilan, effectivement, on ne peut pas ne pas parler des institutions comoriennes. On ne peut pas parler surtout du système de la tournante, etc. Par contre, vouloir mettre fin au système de la tournante maintenant, ça ne me paraît pas approprié et beaucoup de Comoriens, beaucoup d'hommes politiques comoriens estiment que ce n'est pas approprié. Je vais vous dire pourquoi. Le président Azali a été élu en 2016 comme étant ressortissant de la Grande Comore. Vous savez que le président Sambi s'était porté candidat. Oui. Et que beaucoup d'hommes politiques comoriens ont estimé que sa candidature n'était pas appropriée, qu'il ne devait pas se présenter, et que la Cour constitutionnelle a sorti un arrêt dans lequel il dit les primaires sont organisées dans les îles et que ce sont les ressortissants de l'île. Ils ont employé le terme ressortissants de l'île, c'est un terme fort, puisqu'il renvoie à une citoyenneté insulaire. C'est comme si, en quelque sorte, la Cour constitutionnelle a créé une citoyenneté insulaire. Et ils ont estimé que les ressortissants de l'île à laquelle échoua la tournante sont les seuls qui devraient se présenter. Donc c'est à ce titre-là que le président Azali a été élu. Et qu'il est tout à fait normal et évident qu'à ce moment-là, les Anjouanais attendent que ce soit le tour en 2021 d'un ressortissant anjouanais et que par la suite, les Moéliens viennent aussi au bout. Donc, mettre fin à la tournante maintenant, c'est comme si on change les règles du jeu alors qu'on est dans la partie. Excusez-moi, les termes peut-être ne sont pas appropriés étant donné le caractère important de ce qui est en jeu. Mais ça va briser un certain contrat social, un certain engagement pris à l'intérieur de notre communauté comorienne pour le vivre ensemble. Donc ce n'est pas une bonne chose. D'accord. Actuellement, plusieurs voix s'élèvent pour protester contre la fermeture d'une radio locale et l'interdiction d'une réunion publique. Ces actes sont-ils synonymes d'industrialisation du régime? Est-ce que la démocratie est-elle en danger aux Comores? Il y a de quoi s'inquiéter. On est inquiet. Je pense que beaucoup d'observateurs sont inquiets parce qu'on a eu successivement la fermeture de Abdallah Ogue, donc la radio de Ntujini, ouais. Alors que cette radio-là, évidemment, elle était là depuis longtemps. C'était une radio complètement libre. Moi-même, j'ai eu cette radio à donner des informations qui n'étaient pas toujours exactes sur moi, par exemple. Bon, c'est comme ça. Bon, tout le monde a accepté le jeu de cette radio. Parfois, elle exagère, ça tout le monde le sait, mais c'était un espace de liberté qui était là et tout le monde a supporté cette radio. Maintenant, qu'on ferme cette radio, c'est un espace de liberté qu'on ferme. Je pense que le mieux aurait été de faire en sorte que les gens qui sont dans cette radio, qui exercent ce métier, le fassent avec professionnalisme, s'inscrivent dans le cadre de la loi, mais qu'on ne ferme pas la radio en tant que telle, et puis d'une façon définitive, puisqu'elle a été fermée voici déjà plusieurs mois et elle n'a pas été rouverte.
Nous avons eu le cas aussi de la radio Nkazi, qui, on me dit qu'elle a rouvert, j'espère que c'est le cas, et je me félicite si c'est le cas. Et il y a des problèmes par rapport à la liberté d'expression. Vous savez, il y a le cas de M. Ouadarane, qui a voulu, même pas tenir un meeting, mais faire une réunion publique dans un espace qui est un espace privé, pour s'adresser à des gens, et on lui interdit, alors que nous voyons d'autres personnes qui sont favorables au régime, qui tournent dans les îles et qui parlent, etc. Donc c'est inquiétant ce qui est en train de se passer. Une autre question, Monsieur le Ministre. Nous sommes à Marseille et la diaspora réclame depuis plus de 30 ans la mise en place d'un consulat général. Ce dossier semblait avancer lorsque vous étiez responsable. Qu'en est-il aujourd'hui, monsieur? Alors c'est mon grand regret, qu'on n'ait pas pu aller jusqu'au bout de l'ouverture du consulat général ici à Marseille, parce que j'estimais que, étant donné la communauté comorienne qui est ici à Marseille et qu'elles sont obligées de faire des déplacements pour aller à Paris pour le moindre papier, il fallait faire quelque chose. Dès que je suis arrivé aux affaires étrangères, j'ai saisi le gouvernement pour qu'on aille dans le sens de l'ouverture d'un consulat général ici. J'ai eu l'accord du gouvernement, j'ai entamé les procédures pour avoir un local, on a signé le contrat, on a payé une avance de 6 mois de loyer, et le but c'était en fait après une année, d'acheter un local ici et d'avoir le consulat général en permanence ici à Marseille. Mais au bout de la démarche, j'ai eu des instructions pour qu'on résilie le contrat et qu'on arrête tout le processus, quoi. Donc, pourquoi? Alors, je ne sais pas, on ne m'a pas donné de raison, mais j'imagine que le fait que ça soit un ministre Joua qui vienne ouvrir le consulat à Marseille, certains ont estimé que... C'est une décision du gouvernement d'Azali? C'est une décision du gouvernement du président Azali, effectivement. Et nous avons résilié le contrat à contre-cœur, mais bon, c'était une injonction à laquelle il fallait obéir. D'accord. Une dernière question. Vous étiez dans le gouvernement. Récemment, il y a notre ministre qui a pris votre place. Vous ne vous sentez pas trahi après la relation que vous aviez avec le président Azali? Qu'aimeriez-vous dire au président? On n'était pas parti pour faire un mandat, pour faire 1 an avec le président Azali. Sinon, on ne l'aurait pas soutenu. On l'a soutenu pour faire 5 ans. Donc on est déçu. On est déçu, et d'autant plus que les raisons qui sont avancées ne nous paraissent pas justifiées. Le fait qu'on nous dise que c'est à la suite de la déclaration du président Sambi sur le Qatar, pour nous, ce n'est pas une raison suffisante. Le président Sambi est une autorité comorienne, un ancien président. Nous sommes dans un pays démocratique. Il n'a pas parlé au nom de Joua, il a parlé en son nom personnel. Et il a donné un avis qui n'était pas d'ailleurs un avis méchant. Il a simplement dit que ça aurait été mieux si on avait tenu une position de rassemblement plutôt que de se rallier à un de ces 2 pays frères. Et cette raison-là ne nous paraît pas suffisante. Donc nous estimons qu'il y a peut-être d'autres raisons qui ont motivé cette rupture unilatérale, alors que nous avions signé des accords dans lesquels on devait aller ensemble dans ce mandat de 5 ans. Donc vous vous sentez trahi par le président Azali? Quelque part, oui. Effectivement. Je crois qu'on peut le dire. D'accord, merci d'avoir accepté cette interview, monsieur le ministre Mohamed Bakar. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre comme d'habitude sur les réseaux sociaux. En attendant, l'information continue sur Comore TV. Merci, au revoir. Merci beaucoup.